Bonjour, voyons à présent cette œuvre extrêmement célèbre de Ghirlandaio. Elle a été réalisée à tempéra, une peinture à l'eau et à l'œuf. On a donc affaire à un artiste moderne dans sa pensée, mais conservateur dans sa technique, car à l'époque, on commence déjà à peindre à l'huile. En 1880, le Louvre achète ce tableau à un marchand d'art. Avant cette transaction, hormis qu'il ait fait partie de la collection des Ridolfi, on ne sait rien des propriétaires successifs de l'œuvre. Elle était en mauvais état, d'où refusée par Berlin. Elle a finalement retrouvé tout son éclat avec la dernière restauration de 1996. Alors que voit-on sur ce petit tableau? Au premier plan, deux personnages. Un homme âgé, ce que montrent ses cheveux gris et quelques rides autour des yeux. Un visage défiguré par une verrue sur le front et une incroyable dégénérescence du nez. D'ailleurs, ce nez, c'est ce qu'on voit en premier. L'artiste l'a posé en plein centre du tableau. Cette lésion indique que l'homme était atteint d'une maladie, le rhinophyma. En face de lui, un garçonnet au visage délicat, avec de magnifiques boucles blondes. Il pose sa main tendrement sur le buste du vieillard. Il n'est ni effrayé ni rebuté par tant de laideur. On croit comprendre cette œuvre grâce au vocabulaire figuratif. On y voit un grand-père et son petit-fils, mais s'agit-il seulement d'un simple portrait de famille? Le vieillard est représenté sans concession ni compromis. On pourrait douter de l'intention de rendre hommage à cette personne. Et pourtant, il faut remettre l'œuvre dans son contexte, la Renaissance et l'humanisme. À travers le réalisme, inspiré des peintres flamands, Ghirlandaio montre que la beauté n'est pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur du vieillard. Un homme que l'on aimait, ce que conforte l'attitude du jeune garçon. D'ailleurs, est-ce qu'on se pose la question de savoir si les êtres qu'on aime sont beaux ou non? En poussant un peu le raisonnement, on pourrait même invoquer la tolérance comme potentiel sujet du tableau. Ces deux êtres se font confiance au-delà de leur altérité. Serait-ce là une leçon d'acceptation des différences qu'offre ce monde? Malgré un cadrage serré qui donne toute son intimité à la scène, une fenêtre s'ouvre sur un paysage. On reconnaît chaque élément de la nature. Pourtant, il nous paraît étrangement irréaliste. Cela fait penser à la formule de Nicolas Poussin au XVIIe siècle. Il ne faut pas peindre la nature comme elle est, mais comme elle devrait être. Autrement dit, la nature est au service de l'homme et surtout de l'artiste. C'est précisément ce que montre Ghirlandaio 2 siècles avant Poussin. Le paysage sert un autre objectif que juste représenter un morceau de nature. Si l'on regarde attentivement, on voit une colline au premier plan. Au second, une montagne avec une église. Et au fond, une montagne bleue. Un chemin sinueux relie les trois plans. Il symbolise les vicissitudes de la vie qui commencent avec l'enfance, la colline, atteignent leur paroxysme avec l'âge adulte, celui qui construit avec sa foi, pour s'achever sur cette montagne bleue dénudée, la vieillesse. À cette époque, une fenêtre n'est pas seulement une ouverture sur le monde extérieur, c'est aussi le symbole d'un passage, en l'occurrence de la vie à la mort. Ce paysage est donc une allégorie des âges de la vie et du temps qui passe. Revenons sur cette montagne bleue qui montre que les peintres italiens connaissent les techniques flamandes. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Plus c'est bleu clair, plus c'est loin. En Italie, les artistes ont davantage développé la perspective mathématique. À l'époque de Ghirlandaio, les peintres connaissent les deux techniques, qui sont complémentaires. Le paysage sert donc de pendant extérieur à ce qui est raconté à l'intérieur. La jeunesse ne manquera pas de vieillir. Jusqu'à présent, les personnages n'ont pas été identifiés, même si quelques sources indiquent que le vieillard était Francesco Sassetti, le PDG de la banque Médicis. Je vous laisse juger. Ce qui est certain, c'est que l'habit rouge du vieil homme, doublé de fourrure, indique qu'il s'agit d'un homme riche, et non, comme certains de mes visiteurs l'ont vu, un homme d'église avec un enfant de cœur. Ah, l'influence de l'actualité sur notre perception des choses. Le vêtement du jeune garçon est également rouge. La couleur est un lien supplémentaire entre les deux personnages. Imaginons un scénario probable. Le vieillard décède, et ses descendants l'aiment tant qu'ils considèrent que ça vaut bien un tableau. Ils appellent alors le peintre réputé pour ses portraits, Ghirlandaio. Il arrive et prend une photo. Allons, je vous fais marcher. La photographie n'existait pas. Alors que fait le peintre? Il fait un croquis rapide. Pour le vieil homme, on a un dessin, vraisemblablement croqué sur le vif, sur son lit de mort. On peut même imaginer que le peintre réalise un masque mortuaire à base de cire. Pourquoi? Parce que réaliser un portrait, c'est long. Or, il faut enterrer le mort. Pas le temps donc de le peindre. Le masque mortuaire permettra de reconstituer le visage et le peindre tranquillement dans l'atelier. D'ailleurs, on voit l'homme peint avec les yeux mi-clos, ou plus exactement mi-ouverts. Le peintre a corrigé la peinture pour que le défunt ait l'air vivant, car le dessin montre le personnage avec les yeux fermés, c'est-à-dire mort. Le jeune garçon, un proche de la famille, du peintre ou un modèle? Qui sait? Il ne s'agit pas nécessairement d'un membre de la famille du défunt. Il incarne le sentiment d'amour, de la famille et souligne la bonté de ce vieil.
Vous en connaissez beaucoup des tableaux de cette époque avec une telle démonstration d'affection. C'est exceptionnel. Cette intensité des regards échangés, cette main qui touche et s'appuie sur le buste du vieillard. Justement, le jeune garçon s'appuie physiquement, mais aussi moralement sur le vieillard. C'est une façon de rappeler l'importance des anciens pour les jeunes. Et pourquoi il ne sourit pas? À cette époque, rires et sourires étaient réservés à la vraie vie. Pour un tableau, il fallait avoir l'air sérieux, comme nous sur nos pièces d'identité. Nous avons renversé les codes à 180 degrés. Maintenant, si l'on ne sourit pas sur une photo ou un selfie, tout le monde croit que quelque chose ne va pas. Vous voyez, en recadrant l'artiste dans son époque, on comprend que ce tableau est bien plus profond que la simple représentation d'un portrait familial. Ce qui est très moderne dans ce tableau, et donc lui donne toute sa force et nous touche si personnellement, ce sont ces gestes d'amour intemporels, malgré le contraste entre jeunesse et vieillesse, beauté et laideur. Ces deux personnages du XVe siècle nous paraissent tellement vrais et actuels. On a presque l'impression qu'on pourrait les rencontrer au coin de la rue. Ils sont source d'empathie, d'identification, voire d'inspiration. En tout état de cause, cette visite autour de ces deux personnages aurait été impossible sans l'incroyable talent de portraitiste de Ghirlandaio. Voilà, je vous attends déjà pour de nouvelles visites, alors à bientôt. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.